BFM Business, le focus de Tech Co. Frédéric est avec nous, Frédéric de 01. Avant de saluer nos invités, Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Impossible pour une start-up en 2015 là, de passer entre les mailles du filet, des aides, des accélérateurs, des incubateurs et autres organismes chargés d'accompagner les jeunes pousses innovantes. Il y en a partout et pour tout le monde. Oui, avec un peu d'humour, on pourrait même dire on va monter une start-up pour aider les start-up à s'en sortir justement de cette jungle là, entre cet océan d'incubateurs, d'accélérateurs, d'organismes de soutien aux entrepreneurs. C'est vrai qu'il y en a pléthore. Difficile en effet pour une start-up de passer entre les mailles du filet. Toutes les initiatives menées, on en a chaque semaine par des investisseurs privés. On a le Crédit Agricole, AXA, Orange, Microsoft, tout l'écosystème. On a la French Tech, on en parle beaucoup. Tout l'écosystème des start-up. Chaque semaine, nous faisons l'écho de concours, de challenges, de hackathons. Donc voilà, ça met en avant des start-up. Faut pas oublier aussi un projet, on va certainement reparler ce soir, les 1000 start-up, le projet de Alfred Ciné que prévoit, qui est en train de constituer Xavier Niel. Nous voyons également de plus en plus de levées de fonds, des VC comme Partech qui lèvent des dizaines de millions d'euros, voire même de centaines. On voit aussi de plus en plus de levées de fonds chez un peu nos locomotives du secteur digital, les Blablacar qui a levé 70 millions, des Sigfox qui a levé 100 millions, voilà, toutes ces sociétés-là, Menlook qui a levé 25 millions. Donc on s'est moqué à un moment de Xavier Niel quand il a dit la France est un paradis fiscal. Ah, peut-être qu'il avait un peu tort, et puis un peu raison, pardon. Il sait de quoi il parle. Et dans toute cette jungle, car ça reste vraiment une jungle pour les entrepreneurs qu'on croise ici chaque jour, voilà, c'est difficile de s'y retrouver. Il faut vraiment naviguer. Mais il y a des accélérateurs qui se font remarquer, comme Nouma, que l'on reçoit ce soir. C'est une association qui est en charge depuis 15 ans d'accompagner les startups. Alors on la connaît souvent sous un autre nom, Silicon Sentier. On en parlait beaucoup à une époque. Et non jusque-là. Et puis voilà. Et là, c'est en train de changer. Et là, il y a un nouveau changement. C'est que Nouma, on va en parler à l'instant. On ne peut plus vivre aujourd'hui comme une association. Il y a une bulle des accélérateurs, c'est un peu ce que je disais. Et aujourd'hui, il faut que Nouma accélère aussi et va donc devenir une entreprise. Donc avec de nouveaux challenges. Il faut voir aussi en dehors de la France. Donc Nouma prévoit l'ouverture de bureaux à l'étranger. Donc voilà. Mais à côté de ça, il va y aussi avoir beaucoup de challenges parce que c'est. Dis pas tout, Frédéric. Va être scruté. Donc beaucoup de challenges, mais c'est bien ça le propre des startups dont on va parler ce soir. Marie Vorgan effectivement avec nous. Marie Vorgan Le Barzik de Numa, la big boss de l'ex-Silicon Sentier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aussi à Laurent Alfond, donc associé chez Deloitte. On parlera entre autres ce soir avec vous de ce Fast 500 et Fast 50 aussi pour vraiment les startups françaises. Peut-être d'abord pour vous, Marie Vorgan, donc sur ce que nous dit Frédéric là, c'est vrai qu'il y a foison, ça part dans tous les sens. Nous on reçoit, on a lancé Tech Co il y a 2 mois, mais je reçois 10, 15, 20 communiqués de startups quand c'est pas les mails aussi en direct, quand on n'a pas les moyens de se payer une agence de RP pour me proposer telle ou telle initiative. Comment on s'y retrouve? Alors, paradis fiscal, je sais pas, comme Xavier Niel, mais en tout cas, paradis des startups, là c'est une réalité. La France? Oui. Oula. En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives, et vous le signaliez tout à l'heure, et chacun y va de son accélérateur, incubateur ou autre. Nous, notre analyse, effectivement, c'est on pressent quelque chose qui est de l'ordre, je ne sais pas si c'est de la bulle des accélérateurs ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un peu trop d'offres par rapport à la demande, et surtout, la question, c'est la question de l'efficacité et de la performance. L'enjeu réel, si on veut accélérer, si on veut aider, si on veut soutenir, c'est quoi? Est-ce que c'est de créer, d'aller acheter sa mare pour mettre ses poissons et ses startups et pour effectivement, en tant que grande entreprise, venir se nourrir un petit peu de cette innovation, ou est-ce que c'est réellement d'être au service des startups, du développement économique et d'agir dans leur sens? S'il y a une bulle, vous y participez clairement. Enfin, pardon, mais là aujourd'hui vous accompagnez, on va dire pour faire simple, quelques dizaines de startups. Demain, ce sera plusieurs centaines, jusqu'à 700. Dans 3-4 ans. Non, mon point, c'est pas de dire qu'il y a une bulle des startups. Enfin, c'est pas la question des startups, c'est la question des incubateurs, des accélérateurs. Je ne sais pas si on y participe, mais en tout cas, on est acteur plutôt pionnier un peu des références depuis 15 ans. On a ouvert certains modèles comme le coworking, ensuite l'accélération, tout ce qui sont les programmes d'open innovation. On a le sentiment aujourd'hui de ne pas avoir fini l'histoire et d'avoir développé un modèle qui a effectivement inspiré des gens, mais qui mérite d'être poursuivi et notamment qui mérite d'être exporté. C'est un modèle qui est un modèle propre à la française, avec à l'origine une structure qui était associative, donc on va dire très franco-française, un peu mutualiste à sa façon. Vous allez exporter ça où ça alors?
Alors dans des pays qu'on ne cite pas encore aujourd'hui, donc là on a ouvert la Russie déjà, mais selon sur des territoires qui sont on va dire en développement, à des stades de maturité plutôt moins développés que la France, avec pas mal de des liens certitudes. forts avec la France, type Maghreb ou... Oui, bien sûr, l'Afrique, on regarde, alors on n'est pas des seuls, l'Afrique du Nord, mais aussi sur d'autres territoires, et avec un point qui est de dire, on peut, avec notre savoir-faire, accélérer le fait de faire grandir cet écosystème en apportant certaines compétences. Et on ne le fera jamais en propre. Aujourd'hui, on voit plein d'accélérateurs ou autres qui s'implantent dans des nouveaux pays, mais qui ne travaillent pas réellement avec les acteurs du terrain. Nous, notre propos, c'est de dire, on va le faire en travaillant avec les acteurs du terrain, comme on l'a déjà fait, comme on a développé d'ailleurs le réseau des cantines en France. Laurent Alphon, Deloitte, sur l'écosystème là et sur ce qui se passe aujourd'hui en France, est-ce qu'on n'a jamais eu autant d'idées et d'entrepreneurs qu'en 2015? Oui, je pense que c'est un phénomène de fond. Il suffit de regarder les campagnes marketing des grandes entreprises. Elles soutiennent, que ce soit des banques ou des corporates, vraiment l'innovation à bout de bras. Je pense qu'en fait, ça vient d'une prise de conscience très fondamentale, c'est que l'innovation est au cœur de l'économie de demain. C'est ça qui assurera le succès des entreprises, quelle que soit leur taille demain. Les Américains l'ont très bien compris. Et pour avoir de l'innovation, elle est beaucoup plus facile à faire germer dans un circuit ouvert, dans une start-up qui est autonome, qui n'a pas des processus de décision très complexes, très lourds, très lents, comparé à une grande entreprise. Donc les Américains l'ont très bien compris. Ils gardent des startups autonomes le temps de les faire grandir, et puis au bout d'un moment, ils les intègrent, mais sans trop les intégrer dans leur organisation plus large. Tous les éditeurs de software américains ont la même approche. Ils achètent des briques logicielles au fur et à mesure de leur développement sur le marché, et ils ont une offre qui est très complète. Je pense que c'est exactement le même phénomène qui est en train de se passer en France, en laissant le plus possible, comme le disait Marie, ces startups se développer de manière autonome. Bon. Et on en reçoit aussi, Frédéric, sur ce plateau, des boîtes qui parfois acceptent de se vendre à ces grands groupes. On avait Sunrise il n'y a pas longtemps pour 100 millions de dollars. C'est Microsoft qui va donc racheter cette nouvelle appli qui réinvente un petit peu l'agenda. Et puis ce sera l'objet, je crois, d'un débat la semaine prochaine Tech & Co, c'est les relations des grands comptes avec les startups. Donc on va pas... Dans 8 jours, effectivement. Voilà, on parlera sur les grandes boîtes. C'est quelque chose de nouveau. Mais je crois que pour revenir un peu sur cette idée de bulle aussi des accélérateurs, moi il y a quelque chose que je vois quand même qui est pas mal, c'est qu'on a un peu décentralisé aussi, parce que c'était beaucoup concentré à Paris, et on voit des accélérateurs qui naissent à Montpellier, à Lyon, voilà. Et ça c'est un effet qui est pas mal. Après qu'il y en ait 3 à Paris, bon, on va dire pour l'instant il n'y en a jamais assez, faut aider tout le monde, mais c'est vrai que je pense qu'il y a cet aspect important de l'efficacité, c'est voir ensuite, c'est vrai qu'on peut craindre à un moment que certains se lancent un peu dans le phénomène de l'accélération, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tendance, ça marche bien, mais... Oui, puis je pense que pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi une façon pour ces entreprises, quelles qu'elles soient, de trouver leur relais de croissance, de comprendre comment elles doivent se transformer pour pas péricliter et courir après le rythme. Oui, puis c'est le souci aujourd'hui, je pense, des startups, c'est quelque part, bon, il faut toujours trouver de l'argent, c'est bien, c'est un parcours aussi pour trouver de l'argent, mais je crois qu'aujourd'hui c'est trouver des clients. C'est démarrer plus vite avec les clients, c'est trouver des mentors aussi, des gens qui peuvent les accompagner. On voit aussi des startups des patrons de startups qui en sont à la 2e, 3e expérience. Donc ça aussi, tout ça, ça participe aussi à ce phénomène d'envoler, qu'on remarque un peu plus les startups en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et puis, ce que vous dites est parfaitement juste. Et on pourrait même rajouter une spécialisation sectorielle. C'est que tout simplement, aujourd'hui, on a tendance à regrouper les startups par pôle de compétences, par pôle de métiers, l'aéronautique, le fashion, le gaming. Et clairement, ça, c'est une tendance nouvelle en France, au moins, qui permet de regrouper des acteurs dans le même secteur pour concentrer les forces au même endroit. Donc l'aéronautique, il y a un incubateur ouvert sur Paris qui est commun à Airbus, Thales, Safran, et qui est très pertinent parce qu'il offre des moyens importants à des entreprises du même secteur. Si on fait un scénario catastrophe, là on voit que c'est vrai sur les marchés ça tangue un peu, ça respire, c'est pas encore catastrophique, loin de là, on gagne encore 15-20% sur pas mal de bourses depuis le début de l'année, mais si demain effectivement on repartait comme en 2008-2009 avec Lehman Brothers, si le crédit se recontractait à nouveau, le spectre du crédit crunch qu'on ne connaît pas actuellement. On dirait qu'il n'y a peut-être pas cette demande même aujourd'hui, mais si l'offre demain venait à manquer, est-ce que ces startups là vont pas, est-ce que cette bulle, s'il y a bulle, évidemment, viendrait à éclater? Est-ce qu'il y aurait moins d'idées, moins d'entrepreneurs demain?
Sur le crédit crunch, les startups, elles sont relativement peu exposées parce qu'elles sont financées quasiment qu'en capitaux propres, en equity. Donc ça, elles sont relativement peu exposées. Sur le phénomène equity, clairement, s'il y a un fort coup de décélération de l'économie, on aura un creux, mais sur longue période, l'innovation reste la clé de la croissance. Donc le capital risque, très rapidement, va revenir là. Il reviendra. On a retrouvé aujourd'hui, notamment aux États-Unis, des niveaux d'investissement dans le capital risque qui sont supérieurs à ceux d'avant la crise de Lehman Brothers. Et aux États-Unis, on peut le dire, là, depuis peu de temps, on voit que la côte est se réveille très nettement. Exactement. On avait tous en tête la côte ouest des États-Unis avec San Francisco et ses alentours. On parle tous les soirs, la vallée. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, dans l'État de New York, le deuxième secteur d'emploi, après la finance, c'est le high-tech. C'est 1000 entreprises qui ont été incubées sur un espace relativement restreint, mais les gens aiment travailler sur Manhattan. Et c'est plus qu'en Californie, donc 1000 plus qu'en Californie. boîtes, ça a détrôné sur la côte est Boston, qui était le berceau de la biotech et de la robotique pour la côte est. Et aujourd'hui, vous avez Kickstarter ou Tumblr qui sont issus d'incubateurs new-yorkais. Marie Brogan, vous vous dites c'est bon pour Paris, pour la France. Si ça va tellement vite, ça veut dire que ça se déporte vers l'est. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que ça doit pouvoir traverser. Ça passera par Londres et puis. C'est un peu notre propos, nous, c'est de dire il faut regarder ce qui émerge aujourd'hui, arrêter de regarder ce qui semble être un hyper modèle. Oui, c'est bien, mais on voit aussi des défaillances, on voit aussi des clivages très forts se marquer typiquement dans la Silicon Valley, avec on va dire les GAFA qui se font attaquer, les bus Google qui se font caillasser ou des choses comme ça. Donc cette société à deux vitesses avec ceux de la croissance, du capitalisme et puis ceux qui se laissent qui sont un peu laissés sur le bas-côté. Je pense qu'aujourd'hui on est sur des modèles on pense qui doivent être beaucoup plus inclusifs et où il y a un réel partage de valeurs. Une question pour vous avant la pause, enfin pour tous les trois d'ailleurs, Frédéric compris, et après on accueillera le cofondateur de Wistiki, donc on aura avec nous un start-upper qui nous donnera aussi son expérience de start-up incubé. Il est encore à Neuilly-sur-Seine avec d'autres confrères start-uppers. Ils échangent. Ils ont aussi accessoirement quand même, c'est important quand on se lance, des locaux, du chauffage, de l'électricité, du Wi-Fi gratuit. C'est pas mal. Donc une question, je le disais, macro avant la pause. Est-ce qu'il peut y avoir un effet global des start-up? Est-ce que ça peut doper un peu la croissance ou au contraire, non, quand on est honnête, là, on voit que ça détruit de l'emploi. Ça attaque des rentes. Le meilleur exemple, c'est peut-être Uber avec les taxis. Alors, ça peut attaquer des rentes, mais sur le long terme, ça ne peut que créer de l'emploi. Oui. Nous, sur le FAST 50, on a une statistique très simple. Les 500 entreprises françaises qui ont candidaté en 2014 ont créé 35 000 emplois en 5 ans. Moi, je ne connais pas un groupe du CAC 40 ou un monopole en France qui a créé 35 000 emplois. D'accord, mais vous ne savez pas combien elles en ont potentiellement détruit ou combien elles vont en détruire. Elles peuvent en détruire d'un côté. Vous avez raison, mais elles peuvent en détruire ponctuellement sur un secteur, mais sur le long terme, la valeur ajoutée créée par l'innovation ne peut que générer des emplois qualifiés. Les emplois qualifiés, ils seront en Europe et dans les pays développés, et pas ailleurs. On détruit les emplois, Marie Brogan, c'est le sens de l'histoire et on accélère peut-être ce qui de toute façon devait arriver, quoi. Aujourd'hui, le numérique n'est plus un sujet. Je pense que bientôt, on arrêtera même de parler de start-up. Ce sont juste des entreprises. Et le fait qu'elles aillent plus vite, c'est parce que le numérique amène la société entière à se forcer et à accélérer son rythme. Pour vous, c'est un non-sujet, alors? Mais oui, c'est un non-sujet. Mais de toute façon, c'est même pas le choix. C'est que la transformation, elle est faite. On est déjà de l'autre côté. Donc maintenant, il faut trouver comment on va le plus vite possible pour que les moments s'il y a effectivement des phases, des gaps qui créent des pertes d'emploi, des pertes de valeur, comment les rattraper par une accélération des leviers de croissance. Frédéric, pareil, le verre à moitié plein pour vous? Non, moi je suis plutôt positif. Après, il faudra voir le développement d'une part, le développement de ces startups à l'international. Voilà, comment, parce que là, il y a vraiment un levier de croissance. On n'y est pas là. La France, ça suffit pas. C'est bien la French Tech et tout ça, mais voilà, cette partie internationale. Et puis, alors, on reparlera la semaine prochaine, mais le rôle des grandes entreprises, je pense que ça va être clé parce que justement, elles peuvent plus développer aussi vite. On voit Tesla, on en parlait à l'instant, qui développe ses batteries. Bolloré, Schneider, ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Ils vont à Tesla arriver. Ils vont être obligés d'aller vers ces startups pour aller plus vite dans des innovations de rupture. Donc, c'est eux aussi, ces grandes entreprises, qui vont porter ces startups. Donc, je vois pas le phénomène, se retomber. Et puis, je le dis encore,
mais je pense que c'est un élément important, notamment en France. Les entrepreneurs aujourd'hui, alors on a des jeunes, on en reçoit, enfin des très jeunes, on en reçoit, mais on en a beaucoup qui sont déjà à leur deuxième, troisième expérience. Ils ont beaucoup appris de leur passé, d'échecs ou de succès précédents. Et aujourd'hui, voilà, ils sont plus matures. Ils arrivent très fort. Ils sont souvent plus matures, ils savent un peu mieux comment attaquer le marché. Et ça, c'est un élément important. Frédéric Simotel avec nous, Marie Vorgane, Le Barzic, Numa et Laurent Alphon, l'associé de Deloitte, sont avec nous pendant encore un quart d'heure. Dans un instant, on accueille Wistiki. Il était venu nous voir au début de l'émission cet hiver. Il revient aujourd'hui. Bruno Lussato. Et donc, c'est voilà, ces petits objets connectés là qui nous permettent de retrouver nos affaires, ce qu'on perd, pourquoi pas son chat, c'est pas un objet, mais bon, son chat. Et surtout ses clés, c'est plus simple quand même. On perd son téléphone, on le fait sonner. Là, demain, vous ferez sonner vos clés. C'est très pratique. C'est à suivre. Il nous donnera son témoignage de start-upper incubé aussi, soutenu par des grands groupes d'une manière ou d'une autre. C'est juste après la pause. Donc la France, une nation, une terre de start-up. Vos réactions aussi sur TechCo, le hashtag, comme tous les soirs. TECHCO. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et on parle ce soir des startups, même si ça énerve Marie Vorgane qui dit mais arrêtez, ce sont des sociétés, des entreprises classiques. Et d'ailleurs, il est d'accord avec ça. Bruno Lussato qui nous rejoint, cofondateur de Wistiki. Bruno, bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue dans Tech Co. Laurent Alphon, toujours avec nous de Deloitte. Donc Marie Vorgane, Le Barzic, la big boss du Numa. Numa ou Numa, comment on prononce? Numa. Silicon Sentier, l'ex-Silicon Sentier, Asos, vous avez très bien expliqué tout à l'heure Frédéric, devenu entreprise, qui notamment va aller chercher des idées aussi au-delà de nos frontières. Alors Bruno Lussato pour Wistiki. Oui. Oui, du mal. Donc vous êtes incubé à Neuilly-sur-Seine depuis quoi? Depuis quelques mois, un an? Ça fait maintenant 8 mois. 8 mois. Bon, bien que la société soit un petit peu plus âgée que ça, nous on a fait les choses un petit peu dans le sens inverse. En fait. Racontez-nous. Très rapidement, parce que c'est pas l'objet, mais en gros Wistiki, on est une jeune société qui développe un objet connecté qui s'appelle le Wistiki, qu'on accroche sur les affaires qu'on veut plus perdre pour les retrouver depuis son smartphone. J'avais cité le chat, mais en fait c'est vous qui l'aviez cité, vous êtes venu. Oui, vous dire, mais ça raconte les objets perdus, on va faire du son. Et c'était votre exemple. Exactement. Et on a eu cette idée il y a à peu près 18 mois avec mes frères. Et en fait, on a eu l'intuition que les gens perdaient leurs affaires. C'est une intuition qu'on a eue, et au lieu d'aller voir des business angels ou des incubateurs, on allait voir les consommateurs. En fait, on a pris le truc un petit peu dans l'autre sens, et on a fait du crowdfunding sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle My Major Company, sur laquelle en fait vous avez battu Grégoire, je crois, pour la petite histoire. Ouais, pour la petite anecdote, on avait levé un montant qui dans le monde moins de bruit, mais dans le monde du venture capitalisme, c'est pas un montant important. On avait levé 81 000 €, mais dans le monde du crowdfunding de type don, c'était une performance. Et en fait, on a ainsi fait une étude de marché grandeur nature. Et par la même occasion, ça nous a donné l'opportunité d'avoir les premiers fonds pour industrialiser notre produit. Et aujourd'hui, vous avez déjà vendu. Alors moi, j'avais le chiffre en mars. C'était 50 000. C'était le chiffre à décembre. Là, à décembre, voilà. Et je vous avais dit qu'on communiquait plus sur nos chiffres depuis le 1er janvier. Arrêtez. 100 000. On communique pas sur ces chiffres, mais en tout cas, ce que je peux vous garantir, ce que je peux vous garantir, c'est que les gens perdent leurs affaires, et qu'il y avait manifestement pas de produit. Et que vous le vendez dans la grande distribution. Il y avait manifestement pas de produit qui répondait à ce besoin-là. On y perd, on achète Wistiki. Vous allez à la Fnac, chez Boulanger, Auchan, Intermarché, on y est, et on est actuellement en train de se déployer en Allemagne et au Royaume-Uni. Bon, maintenant on sait qui vous êtes. Marie Vorgane, une question, non? Une réaction? Tout à l'heure, on en parlait dans le petit vocal. Oui. Et je me disais que j'étais sûr que son sujet, c'était pas de savoir comment il allait s'exporter à Toulouse, mais plutôt sur des nouveaux marchés. Tout à fait. C'est une problématique actuelle. Les Américains et les Chinois, je crois, perdent beaucoup. Bon, Bruno, trêve de plaisanterie, vous êtes incubé donc depuis 8 mois à Neuilly-sur-Seine, ça se passe comment? On vous dit installez là, il y a 3 mètres carrés, c'est pour vous pouvez vous brancher votre Mac ici, ça fonctionne, il y a le Wifi, il y a du chauffage l'hiver. Neuilly-sur-Seine, c'est un incubateur un petit peu original, parce que justement une fois que notre business model, on l'a un petit peu, il s'est avéré, on a mis en place notre supply chain, et à un moment on a eu besoin d'espace en fait, de local, tout simplement, et tout est venu d'un besoin hyper pragmatique, on cherchait des locaux pas trop chers. Du coup, je sais pas, j'ai dû taper locaux pas chers sur Google, je sais plus ce que j'ai tapé, mais au final, au bout de quelques recherches, je suis tombé sur cet incubateur qui s'appelle Neuilly Nouveau Média,
Le principe est très simple. C'est une association qui est organisée par la ville de Neuilly-sur-Seine, qui regroupe un certain nombre de grosses sociétés qui ont leur siège social à Neuilly-sur-Seine, comme Deloitte d'ailleurs, qui fait Comme partie Deloitte qui est avec nous ce soir, M6 et plein d'autres. JC Deco. Nous, on est hébergés dans une société qui s'appelle Square, qui est un cabinet de conseil en stratégie et en management. Donc il y a ces grandes sociétés qui ont de l'espace disponible et qui en même temps sont à la recherche d'agilité, j'ai envie de dire. L'agilité qu'ils ont du mal à retrouver et qu'ils aimeraient retrouver en incubant des startups. Et de l'autre côté, il y a des startups comme nous qui sont à la recherche de locaux et qui sont prêts à donner un petit peu cette étincelle, ce goût de l'entrepreneuriat aux grosses sociétés. Donc du coup, cette association a simplement vocation à connecter ces deux écosystèmes, l'écosystème des grandes entreprises et l'écosystème des startups. On comprend bien les avantages, les inconvénients, Frédéric. Non, il y en a sûrement, c'est peut-être pas lui qui les dira, mais... Il faut bien connaître Neuilly Nouveaux Médias. Il y a un autre avantage aussi, c'est que quand Neuilly Nouveaux Médias fait un petit cocktail avec des voisins, il y a quand même tous les grands patrons en France habitent plutôt Neuilly. Donc c'est vrai que ça fait une proximité avec des investisseurs. Où ils viennent de la Défense, c'est pas très très loin. Même à titre privé, assez avantage, ça peut être un bénéfice. Moi j'avais une question aussi, c'est toujours difficile. Quand c'est du logiciel, voilà, on développe, on met ça dans le cloud et tout ça. Quand c'est un petit appareil, c'est vous faire connaître auprès d'un industriel qui va dire oula, est-ce qu'il est sérieux, il n'est pas sérieux. Est-ce que je lance un process et à partir de quand je vais commencer ça aussi, c'est un élément où les jeunes sociétés doivent convaincre aussi. Alors que si un Orange arrive avec un nouveau modèle, l'usine chinoise, elle se pose pas de questions, elle y va. Vous, quand vous arrivez, vous êtes tout petit, comment ça se passe? C'est une vraie problématique qu'on a eue, c'est-à-dire que quand on arrive et que, concrètement, nous, quand on a dû industrialiser notre produit, personne ne nous connaissait. C'est-à-dire qu'on envoyait des cahiers des charges des industriels qui nous répondaient pas ou qui répondaient à notre appel d'offres de manière absolument scandaleuse. Et en fait, on a tenté cette approche, ça n'a pas marché. Du coup, on s'est dit, on va prendre le problème dans l'autre sens, en fait. On va dire à tout le monde qu'on existe. Et c'est vrai que les gens ont répondu présent. Enfin, comme vous dites, c'est pas de... Et dans ce sens-là, ça marchait un petit peu mieux. C'était vraiment du don, quoi. Rapport de force, en fait. Marie Bourgane, sur votre actu, et on reste sur les startups, là vous sortez quasiment d'une conférence de presse, c'était la RATP qui signe avec Charrette, après une charrette cet été, parce que la RATP va bloquer une partie du RER A. Ouais, ça fait partie de ces exemples qui racontent une vraie histoire de ce qui est en train de se passer en France et même beaucoup plus largement dans le monde, je pense. C'est une de vos pépites, Charrette, donc vous la suivez, j'imagine. Oui, ils font partie de notre portfolio. Ils ont été accélérés à Numa ces 6 derniers mois. Et effectivement, le RATP s'est retrouvé confronté à une crise, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de couper le RER A. Qui est la ligne la plus empruntée en France, exactement, voire en Europe. Ils sont obligés de la couper au mois d'août pour raison de travaux absolument nécessaires. C'est calme en août, mais il y aura quand même beaucoup de gens embêtés. Exactement. Là. Et donc ils se sont posé la question de savoir comment ils allaient pouvoir assurer une continuité de service sans ce RER A qui emmène plein de gens vers la Défense ou ailleurs. Et donc là ils ont eu l'idée de lancer un appel d'offres pour trouver des relais de service différents, et ils ont sélectionné Charrette, qui est donc une société de covoiturage de courte distance. Avec un S, Charrette avec un S. Absolument, avec un S, pour pouvoir remplacer. C'est Blablacar, oui, du 2, 3, 4, 5 km. Voilà, exactement. Ouais. Et donc j'ai participé tout à l'heure à l'annonce de cette coopération, de cette collaboration. Et en fait, c'était très marrant parce que dans les interventions des uns et des autres, on sentait que ça créait une vraie tension de part et d'autre, et qu'en même temps, il y a une nécessité de la part de la grande entreprise de dire est-ce qu'il va y avoir la qualité de service attendue, et de la part de Charrette de dire ok, moi ça me met sous tension parce que du coup, je vais plus avoir 100 ou 200 utilisateurs par jour, mais je vais probablement passer à 1000, 2000, 50 000, et donc ça met les deux outils de production finalement en tension. Et ça, c'est des zones de coopération qu'on sait extrêmement fertiles. Et de part et d'autre, en fait, c'est une opportunité et une prise de risque. Moi, je suis très attentive à ce qui va se passer sur cette expérience-là, parce que je pense que c'est un vrai modèle, et que probablement ça fait partie de choses qui peuvent à la fois faire grandir l'un et l'autre, et également s'exporter de manière très intéressante. Laurent Alphon, c'est important parce qu'on a aussi beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs en France, et qui restent d'ailleurs souvent dans l'ombre. On les connaît pas, mais les sommes sont impressionnantes. Là. Exactement. On a beaucoup d'incubateurs ou d'accélérateurs qui sont spécialisés par domaine d'activité. On peut citer par exemple Villejuif Biopark, qui est un accélérateur de sociétés biotechnologiques dans l'Est parisien, et qui a dans son portfolio
TeraVectis, qui est une société, vous entendrez sûrement parler dans les prochaines années, qui développe des modèles de thérapie cellulaire assez innovants. Et Dans des croissances à 4-5 chiffres, là, ils risquent d'être bien classés dans le Fast 500. Dans le Fast 500, dans quelques années, quand ils auront développé leurs produits, ils seront sûrement bien classés. Mais par contre, en matière de capacité à suivre les exemples des belles bibliothèques françaises que sont DBV ou Selectis, qui sont entrés au Nasdaq il n'y a pas beaucoup de temps, je pense qu'il y en a quelques-unes dans le portfolio de Visu Biopark qui seront au rendez-vous dans quelques mois ou quelques années. Question là sur Twitter, le hashtag TechCo ce soir. Donc sur 100 startups créées, combien subsistent après quelques années Laurent ou Marie Vorgan? Ah, il y a de la casse. Il faut être réaliste, il y a de la casse. Mais c'est une sur deux, une sur... C'est très variable. Ouais. En fait, si on fait une moyenne. Dans l'accélérateur, si on regarde les gens qui sont passés par le NUMA sur ces dernières années, déjà ils sont sélectionnés. Vous prenez que les meilleures, ou en tout cas celles dans lesquelles vous croyez, vous avez une expérience. Sont évidemment plus faibles. Donc aujourd'hui, c'est moins de 20% qui ont réellement fail. Ensuite, c'est à peu près un peu plus de 53% qui sont ce qu'on appelle weak, c'est-à-dire on ne sait pas très bien. Ouais. Et puis le reste ont soit fait du full exit, soit sont réellement performantes et on sait qu'elles vont... Full exit, c'est-à-dire que vous sortez parce que vous vendez à... Oui, c'est ça, gros... parce qu'elles se sont revendues. Il y a des agrafes qui sont vendues à Twitter, DocTracker, enfin bon. Ouais. Et soit effectivement certaines d'entre elles dont on voit qu'elles sont sur des parcours qui sont vraiment performants. Bon, après, elles ont toutes à peu près le même sujet. Les 3 premières années, après le proof of concept, c'est le coup près. Une fois qu'on a passé les 3 ans, ça devient un peu plus facile. C'est une communauté, les start-upers, même si vous étiez d'accord avec Marie Vorgan tout à l'heure, Bruno, pour dire non, on n'est pas une start-up, on est une société. Bon, une société jeune, innovante, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas... Non, ce que je disais, c'est qu'il y a une mode du terme start-up. Ouais. Et du coup, parler de start-up, ça peut participer un petit peu de l'effet bulle. Voilà, on dit qu'il y a une bulle. Et du coup, moi, je préfère dire qu'on est une jeune société. Mais vous avez plein de copains, vous êtes une communauté. Hein. On se reconnaît comme les start-upers. On a 25-30 ans. Il y a quand même des points communs là. Oui, bien sûr. Il y a sûrement, il y a bien sûr des points communs, un désir de faire avancer les choses, de participer à notre échelle. C'est bête de dire ça, mais de la réindustrialisation de la France. Bien sûr. Nous, typiquement, le Wistiki, c'est un produit qui est entièrement fabriqué en France. On se dit que si toutes les startups objets connectés faisaient la même chose... C'est une sacrée performance. Hein. Vous êtes les seuls ou presque. Hein. Je pense pas qu'on soit les seuls. Par contre, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup et c'est bien dommage. Donc oui, on est tous, j'ai envie de dire, habités par le même désir de faire avancer les choses, d'optimisme. Et bien sûr. Frédéric, oui, 0-1, le mot de la fin. Il faut faire attention un peu à trop parler de cet esprit start-up, parce qu'en France, quand on parle de transformation numérique, on voit aussi toutes les grandes entreprises, on voit les Carrefour, on voit les voyageurs, enfin SNCF, Voyage SNCF, on voit les Accor, enfin on voit toutes ces entreprises qui sont... Mais nos invités nous ont dit ce soir, c'est pas eux qui innovent, c'est la vraie innovation, c'est les petites boîtes. Ils emmènent la roue, ils emmènent le mouvement. Donc, c'est des leviers de transformation qui sont absolument majeurs. Ah oui, quand eux bougent, on le voit. Bien sûr. Oui. Enfin, ne serait-ce que, imaginez SNCF qui donne accès à un nouveau service d'une start-up à ses voyageurs. Ça veut dire que immédiatement la start-up va pouvoir adresser des centaines de milliers d'utilisateurs potentiels. C'est colossal. Et ça, c'est des leviers de croissance qui sont... On peut citer par exemple... Un exemple tout simple, le développement de Deezer en France, c'était quand il a été promu par Orange dans une campagne de publicité massive. Oui. Enfin, on peut dire le contraire aussi. On peut dire que Deezer n'est pas Spotify parce qu'elle s'est retrouvée dans le giron d'Orange. Enfin, je ne veux pas être désagréable pour Orange. Mais... Prenons l'exemple de Wistiki. On peut imaginer La Poste qui peut proposer ce type de service. Et donc ça va La Poste, ils sont en train de réfléchir à tout un tas de nouveaux services. Ils viennent de sortir un coffre-fort électronique. Enfin voilà, ils ont une serrure aussi connectée. On peut très bien imaginer que quand on va à La Poste, on puisse acheter aussi. Et là, c'est une façon pour les grandes entreprises de pousser un peu ces Merci à tous les quatre. Frédéric Simotel qu'on entend à l'instant, 01 Business, Bruno Bussato, fondateur de Wistiki, cofondateur de Wistiki avec vos 2 frères, c'est ça hein? 3 frères, donc les 3 frères de Lussato pour Wistiki. Laurent Alphon était avec nous ce soir de Deloitte et Marie Vorgan, Le Barzik, Numa, ex-Silicon Sentier. Merci à tous les 4 hein, et voilà, vous avez raté le match, ceux qui nous écoutaient aussi. Mais bon, il n'y a pas photo hein, ce soir, c'était Barcelone qui cartonnait et qui est à 3-0. A priori c'est fini, c'est fini donc contre le Bayern. 22h37, nous c'est pas fini, on est ensemble jusqu'à 23h, courte pause et on se retrouve juste après ça. On ira justement sur la côte Est qui cartonne, c'est Jean-Bernard Cadier qui nous attend à New York dans un instant.